Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un exercice un petit peu particulier auquel je vais me livrer avec vous, puisqu'il s'agit de corriger ensemble le sujet de dissertation sur lequel vous avez travaillé. Alors là je vais être, quand je dis ensemble, c'est-à-dire je suis avec la TS7 et la TS8 qui ont composé la semaine dernière sur le sujet de dissertation suivant. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Alors pour ceux qui sont extérieurs, voilà, pour les personnes extérieures qui regardent cette vidéo, vous pouvez en regarder deux autres sur ma chaîne YouTube consacrée à ce sujet. Alors c'était des vidéos que nous avions regardées ensemble avec les classes de terminale et qui donnaient quelques éléments de connaissance et de réflexion pour traiter ce sujet de dissertation. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Les élèves lundi dernier avaient rédigé une introduction avec quatre grandes composantes. Un premier paragraphe consacré à l'accroche, l'entrée en matière, prendre un événement de l'actualité, un événement historique, une référence culturelle et la relier explicitement au sujet. On va voir comment vous en êtes sortis. Ensuite, cerner le sujet dans un deuxième paragraphe, cerner le sujet en utilisant un ou deux termes clés, ne pas les définir de manière catalogue, mais utiliser, conceptualiser, c'est pour parler comme Deleuze et Guattari, conceptualiser ces termes clés du sujet pour montrer que vous le cernez, que vous avez compris qu'est-ce qu'on vous demande de faire, que vous compreniez les enjeux, l'intérêt du sujet et comment le traiter, montrer au correcteur, vous avez compris comment le traiter. Là encore, on va voir comment vous en êtes tiré, il y a des choses pas mal. Ensuite, la problématique. Alors bon, la problématique, c'est un petit peu le plat de résistance. Quand vous invitez quelqu'un à manger chez vous, bon, il y a l'entrée, salade, ça peut être des petits amuse-bouches, mais ensuite, bon, il faut qu'il y ait le plat de résistance. La problématique, c'est le plat de résistance. S'il n'y a pas de plat de résistance, c'est pas génial, le repas. Donc la problématique, quelle est la question que vous posez à la question? Comment est-ce que vous développez un questionnement à partir du sujet? Montrer. Alors après, il y a plusieurs techniques. On avait vu en cours une technique parmi d'autres. Thèse numéro 1 ou bien thèse numéro 2. Et après, on peut développer un questionnement autour de ça. Et ensuite, quatrième et dernier paragraphe, après le troisième paragraphe qui est consacré à la problématique. Quatrième paragraphe, l'annonce du plan. Quelle va être votre démarche progressive pour répondre à la question? Le sujet pose une question, le correcteur attend une réponse. S'il n'y a pas la réponse, si vous racontez votre vie ou si vous plaquez des connaissances comme ça qui ne répondent pas au sujet ou qui répondent implicitement, c'est pas bon. Donc le plan, vous voyez, c'est la réponse développée, progressive et surtout argumentée au sujet. Donc voilà l'intro qu'il fallait rédiger. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Alors, il y aurait deux manières de faire cette correction. La première, c'est d'être méchant, de relever les perles, ce qu'on appelle les perles du bac. Et je me souviens d'un élève, à un moment, je disais ça pour vous taquiner, quand on travaillait les sujets, je dis attention, si vous mettez ça, je vais le mettre sur les perles du bac. Un élève m'avait dit, mais c'est méchant de faire ça aux élèves. Et il avait raison, il avait complètement raison, il n'y a rien de plus méchant que de se moquer des gens qui se sont plantés, qui ont mis des énormités. De toute façon, c'est nos échecs aussi, quand des élèves mettent des énormités comme ça, etc., c'est peut-être qu'on les a pas non plus formés correctement. Et quoi qu'il en soit, sans verser dans une culpabilité sur laquelle Nietzsche m'aurait beaucoup critiqué, que d'ailleurs je ne partage pas, il y a des énormités que mettent des élèves, c'est pas non plus notre faute. Mais il n'y a pas de quoi en rire, il n'y a pas de quoi en rire et il n'y a pas de quoi les étaler. Donc il y a une deuxième manière pour faire cette correction. Eh bien, ça serait de relever qu'est-ce qui est intéressant dans vos copies. Qu'est-ce que vous avez dit de bien, qu'est-ce que vous avez dit d'intéressant, qu'est-ce qui
paraît attirer l'attention, qu'est-ce qui mérite d'être lu. Et là, je vais vraiment me mettre dans la peau de Fabrice Lucchini, qui lit Flaubert, qui peut lire Nietzsche, qui peut lire les grands classiques. Et du coup, moi, je vais lire les élèves de la TS7 et de la TS8 dans cette correction. Voilà, comment est-ce qu'on peut rédiger une intro à ce sujet de dissertation. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? La parole est à vous. Alors, donc, premier paragraphe, l'accroche. Qu'est-ce que vous avez mis au niveau de l'accroche? Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Je cite Alexandre de la TS7. Depuis le début de la propagation du Covid-19, de nombreux pays comme le Maroc ont déclaré l'état d'urgence. Ce dernier est prolongé jour après jour afin de protéger les citoyens et donc d'assurer leur sécurité. Ce même confinement restreint aussi beaucoup les libertés individuelles, même s'il a été mis en place au profit du bien collectif. Manière intéressante d'aborder le sujet, on va contextualiser et après il s'agit de dégager, vous voyez, l'alternative que pose le sujet. Est-ce que l'État doit privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Et hop, vous voyez, après on va relier ça au sujet, faire la transition avec le deuxième paragraphe qui consiste à le cerner. Alors, toujours dans ce même registre de la contextualisation au sein de la société marocaine, Eyman de la TS8 nous a dit quelque chose d'intéressant. L'humanité connaît actuellement une pandémie mondiale sans précédent. Cette situation inédite a engendré des mesures urgentes prises par les gouvernements des pays touchés, visant à ralentir la progression du virus du Covid-19. Des mesures telles que le confinement obligatoire ou encore le port du masque obligatoire se sont avérées nécessaires. Celles-ci ont pour but de protéger la population. Cependant, ces mesures ne sont pas acceptées par tout le monde et certains y voient une violation des libertés individuelles. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de manifestations contre le port du masque et le confinement obligatoire. Là encore, une manière intéressante d'aborder le sujet, même si on va le voir quand on va aller vers le deuxième paragraphe, il ne faut pas focaliser que sur les libertés individuelles. Le terme liberté, je l'ai mis pour cette raison-là, il renvoie à toute une polysémie. Ça peut faire référence aux libertés individuelles, ça peut renvoyer à Rousseau, les libertés politiques. Isaiah Berlin distingue, on l'avait vu en cours, les libertés positives et les libertés négatives, les serres de non-ingérence. Donc, vous voyez, attention à ne pas limiter liberté à liberté individuelle. Le sujet ne s'y prête pas. Alors je continue les accroches. Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant dans mon ordinateur, sur mon ordinateur? J'ai Kamal de la TS8. Durant la crise sanitaire liée à l'apparition du coronavirus Covid-19, la quasi-totalité des États mondiaux ont mis en place des mesures de confinement et de quarantaine afin de limiter les contaminations et donc la propagation du virus dans l'optique d'ainsi protéger les populations. Toutefois, cela a mené à de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux et les médias. En effet, certains habitants se plaignent de devoir rester chez eux tout le temps, sachant qu'ils ne bénéficient pas tous d'un espace suffisant pour une vie décente et réclament leur liberté fondamentale. Certains vont même jusqu'à ignorer totalement les mesures prises pour manifester leur mécontentement. Alors, vous avez également des élèves qui ont pris d'autres exemples au niveau de l'accroche que la société marocaine. Par exemple, Lara de la TS7, je cite, évoque les États-Unis. Donc je cite l'accroche de Lara. De nos jours, un sujet fait polémique, le port d'armes aux États-Unis. En effet, avec toutes ces divergences d'opinion, la question est de savoir s'il est préférable de laisser à chaque individu le choix et la liberté de posséder une arme pour se protéger en cas de danger, ou plutôt de bannir leur possession afin de prévenir de ce genre de danger et ainsi faire régner la sécurité. Là, ce que vous dites, ça peut renvoyer à des films très intéressants. Je pense à Elephant de Gus Van Sant et
des films de ce type qui évoquent la question du port d'armes aux États-Unis. Et vous voyez, là encore, cet exemple pose très bien l'alternative. Est-ce que d'un côté, vous voyez, l'État va privilégier la liberté quand on regarde les westerns, hein, les westerns, dès le départ, les États-Unis se sont historiquement inscrits dans une logique de port d'armes pour défendre justement sa propriété face aux bandits qui les menaçaient. Donc, vous voyez, est-ce qu'on va privilégier la liberté des citoyens? Vous voulez avoir une arme pour vous défendre, et ben vous pouvez avoir une arme et vous défendre, ou on va privilégier, et là vous voyez ça touche également à la sécurité, cette liberté à un moment touche également à la sécurité, protéger ses biens. Oui, mais le problème de ce genre de liberté pour protéger ses biens, ça peut mener à des dérives. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un, justement, vous lui laissez la liberté d'acheter une arme et qu'il achète cette arme non pas pour protéger son bien, et là encore on peut débattre, est-ce que c'est en achetant une arme que c'est la meilleure solution est-ce que acheter une arme est la meilleure solution pour protéger son bien? Est-ce qu'il n'y a pas justice? Enfin, on sortir peut-être de l'état de nature, justement, de cette guerre de tous contre tous. Mais peut-être on peut acheter une arme pour aller tuer autrui, aller commettre des attentats, etc. Donc vous voyez, à un moment, Obama avait tenté de lancer la question, à un moment, d'interdire la vente d'armes. Et là, il s'est retrouvé face au lobby, etc. Il n'a pas été du tout suivi dans le champ politique. Alors que son propos, c'était à un moment, l'État doit privilégier la sécurité et qu'on arrête un petit peu avec cette circulation d'armes dans la société civile. Donc l'exemple est intéressant. Il y a Adam de la TS7 également qui a pris un autre exemple en France. Je cite Adam. L'état d'urgence en France, instauré par la loi d'avril 2015, est un régime d'exception qui restreint fortement les libertés en cas de danger menaçant la nation, en renforçant le pouvoir de l'autorité administrative afin de maintenir l'ordre public. Les menaces terroristes qui prévalaient sur le territoire français entre 2015 et 2017 ont valu sa mise en place. Durant toute cette période, l'État était poussé à promulguer une limite de la liberté pour assurer la sécurité de ses concitoyens. Très très bonne accroche, et là vous voyez, hop, on peut relier ça au sujet. Alors après, les élèves ont relié explicitement avec des phrases l'accroche au sujet. Je garde que l'exemple pour pas être trop long, mais là vous voyez, ça s'y prête. Alors certains ont choisi Faris de la TS7, c'est pertinent, hein. L'exemple là je lis pas parce que c'est beaucoup trop long, mais je vais synthétiser l'accroche de Faris de la TS7 qui est très très bonne, hein. Il prend le Japon au XVIIe siècle, il prend que je retrouve, il prend le camp Tokugawa qui à un moment va prendre le pouvoir, qui va chercher à unifier les provinces au XVIIe et qui va chercher justement à désarmer, les samouraïs et faire que on renonce à la liberté de porter des armes, etc. et qu'à un moment, on accepte de vivre en paix, en sécurité. Et pour obliger les samouraïs à déposer les armes, Tokugawa, Ieyasu, va jusqu'à un moment s'en prendre aux familles des samouraïs, les obliger à déposer il va les garder en otage et obliger ces samouraïs à déposer les armes pour que tout le monde puisse vivre en sécurité. On n'a pas la liberté de porter une arme et de faire ce qu'on veut. Il y a Rally de la TS7 qui a trouvé une accroche très, très intéressante avec le film Minority Report de Spielberg avec Tom Cruise. Je cite Rally. En 2002, le film Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise montre que des machines à coups d'algorithme peuvent prédire la probabilité de chaque citoyen de commettre un crime. Dans ce monde, la sécurité au sein de cet État est parfaite, mais au détriment de la liberté. Bien joué pour Minority Report. Amin de la TS8 prend un autre film, American Nightmare, qui montre un moment à travers la purge que on laisse une journée les citoyens faire ce qu'ils veulent et flinguer qui ils veulent. Et on voit à un moment justement les problèmes
que peut poser une liberté poussée à l'extrême, la liberté de faire ce qu'on veut pendant une journée, ça peut virer au carnage et au massacre. Donc l'accroche est intéressante, Amine. Et enfin, une dernière accroche, Zineb de la TS8, je cite. La violence armée est devenue une sombre réalité de la vie aux États-Unis et les tirs de masse se poursuivent de façon horrible. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par des tirs d'armes à feu a suscité de nombreuses controverses et fait prendre conscience aux citoyens du manque de contrôle sur la possession d'armes à feu. Compte tenu des nombreuses controverses entourant la violence armée, on peut mettre en exergue deux clans. D'une part, les individus qui prétendent que le gouvernement devrait réduire le taux d'armes à feu achetées et intervenir dans le processus de possession ou d'utilisation d'armes à feu et ainsi favoriser la sécurité au sein de la société. Et d'autre part, les citoyens qui sont convaincus qu'un individu a droit aux moyens légitimes de défense et donc privilégier la liberté, notamment la liberté d'acheter des armes et en faire l'usage que l'on veut dans le cadre que c'est dans le respect de la loi. Là, vous voyez, il y a des accroches qui sont pas mal du tout. Comment vous en êtes sorti maintenant au niveau de la définition des termes et au niveau de la façon de cerner le sujet à partir de cette définition non catalogue des termes? Alors, comment est-ce qu'on cerne le sujet en conceptualisant, en explicitant intellectuellement un ou deux termes clés qui sont dans ce sujet? Comment est-ce qu'on va cerner le sujet? Comment est-ce qu'on va montrer au correcteur qu'on a bien compris ce que l'on doit faire et quelle est la complexité ainsi que les enjeux de la question à laquelle on doit répondre? Alors déjà, on va réfléchir un petit peu, là c'est au brouillon tout ça, on va réfléchir un petit peu sur le terme, par exemple, liberté. Alors je cite Hamza de la TS7, « La liberté est une situation où une personne n'est pas sous la dépendance de quelqu'un et a la possibilité d'agir sans contrainte. » Effectivement, c'est important et c'est quelque chose qui revient assez dans les dictionnaires de philosophie, hein, la liberté, pouvoir agir sans contrainte, être autonome, ne pas être esclave, etc. Continuons et allons plus loin avec Idriss de la TS7. Il ressort qu'il est dans l'intérêt général que le pouvoir souverain d'une société donnée que l'on nomme État cherche à éloigner un danger, même au détriment des libertés individuelles. Là, vous voyez, il y a déjà une tension qui se pose entre d'un côté être autonome, faire ce qu'on veut, ne pas être soumis à de la contrainte, et de l'autre côté, bien à un moment, un pouvoir souverain qui cherche à protéger, à éviter un danger, à éviter un risque, garantir une certaine sécurité dans la société et du coup, à un moment, s'en prendre à ses libertés. Liberté, je ne réduirai pas à liberté individuelle, on va y venir. Alors, regardons comment Inas de la TS7 s'interroge sur ce terme liberté. Je cite Inas de la TS7. « La liberté est une notion que nous rencontrons souvent dans la vie quotidienne. Elle est d'abord vue comme une conception spontanée du faire ce que l'on veut. Néanmoins, sa conception peut diverger du négatif, c'est-à-dire du rejet des valeurs, hein, de la non-soumission, vers le positif, entendu au sens d'indépendance, d'émancipation. » Là, on a quelque chose d'intéressant. On pourrait effectivement, vous voyez, définir à partir d'Isaiah Berlin. Hein, il y a à un moment, peut-être des libertés négatives, des aires de non-ingérence auxquelles on a droit, et des libertés positives, des libertés d'exercer un droit dans l'espace public et notamment l'espace politique. La liberté positive, c'est par exemple la liberté de pouvoir voter pour qui on veut dans une démocratie, la liberté de pouvoir s'associer, pouvoir monter une association. La liberté négative dans une démocratie, ça serait des aires de non-ingérence où on fait à un moment ce qu'on veut. Ça relève du domaine de la conscience, du rapport au religieux, du choix de vie à mener au niveau professionnel, etc. Ou personnel, dans sa vie affective et autres.
Donc là, vous voyez, on s'interroge sur ces termes-là. Le terme sécurité aussi, IBA de la TS8 nous donne une réflexion intéressante sur la sécurité. Je cite IBA de la TS8. La sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risque. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le sentiment d'être à l'abri de tout danger et risque. Là, ça peut être intéressant, vous voyez, de relier ce genre de définition à l'État et à un moment, comment est-ce que l'État garantit cette tranquillité des citoyens dans une société donnée, avec ses institutions, ses traditions, ses rites, ses coutumes, ses représentants, son histoire, sa mémoire. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, venons un petit peu à l'État. Comment est-ce qu'on pourrait un petit peu cerner l'État? Regardons ce que nous dit Rita de la TS7, je cite. On appelle l'État le cadre juridique de la société défini par le droit public, la Constitution, etc. Il est souvent amené à prendre des décisions qui mettraient en péril l'un ou l'autre de ses devoirs en choisissant de faire valoir la sécurité au détriment de la liberté ou inversement. En effet, selon Machiavel, l'État se doit de préserver la sécurité et la survie des hommes. Ce n'est pas faux, certains passages du Prince de Machiavel montrent très bien que le prince, et notamment quand il y a des épidémies de peste ou la famine, etc., si à un moment il n'arrive pas à contenter le peuple, il peut être menacé et perdre le pouvoir. Donc c'est pas inintéressant de citer Machiavel qui dit que l'État se doit de préserver la sécurité et la survie des hommes, et ce en faisant recours à la ruse et à la peur en cas, voilà, et à la peur. Alors là, ça vaudrait peut-être plus, vous voyez, pour conquérir et garder le pouvoir, hein, nous dit Machiavel, mais on peut adapter ça, vous voyez, au sujet et réfléchir, comme le dit plus loin Rita, sur les enjeux de sécurité qui peuvent être, je cite, intérieurs, alimentaires, sanitaires, etc., en recourant tantôt à la force, tantôt à la ruse. L'État est aussi, voilà, la structure qui permet, je cite Rita, l'État est aussi la structure qui permet d'apporter la liberté à la société. On peut la définir selon le sens de Rousseau, très bien, où la liberté implique de suivre la volonté générale du peuple, pris dans son unité indivisible, et qui a pour but l'intérêt général. Ainsi, on peut se demander si liberté et sécurité, au lieu d'être des aspirations qui s'opposent, sont en réalité nécessaires l'une à l'autre. Ben là, c'est intéressant. Si on prend Rousseau, à un moment pose pour principe la liberté, mais attention, la liberté, c'est pas la liberté de l'état de nature, c'est une liberté civile politique, la liberté d'obéir aux lois qu'on s'est prescrites soi-même. Et c'est vrai, là où il dit, il faut suivre la volonté générale, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc là, vous voyez, est-ce qu'il faut privilégier la liberté ou la sécurité? Si on parle de liberté politique, cette liberté politique, à un moment, elle implique aussi également la sécurité. Rousseau a des mots très très durs sur celui qui n'obéit pas à la loi, le délinquant, qui à un moment est l'ennemi de la société. C'est aussi pour ça qu'il est sanctionné. Celui qui n'obéit pas à la loi, c'est l'ennemi de la société. Je ne dis pas que je suis rousseauiste, c'est que cette vision ne pose pas problème, mais on peut l'utiliser, y compris pour l'utiliser en thèse numéro 1, pour la déconstruire dans le grand 2 et avancer après dans le grand 3, une thèse numéro 2. Regardons comment Adam de la TS7 a cerné le sujet. L'opinion courante place l'État comme étant le seul en charge de la sécurité de ces individus, avec des lois et des règles qui réduisent les libertés individuelles de chacun. L'État, au sens de Max Weber, est entendu comme une communauté humaine vivant dans un territoire déterminé et qui cherche à faire respecter les lois par sa structure administrative et ses institutions. Armée, justice, police. L'État est également l'entité qui peut apporter une certaine liberté à l'individu. Alors, sur ce dernier point, il s'agirait de voir comment. Mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'effectivement, Max Weber dit que l'État détient le monopole de la violence physique légitime. Donc effectivement, à savoir est-ce qu'il va privilégier la liberté ou la sécurité, voilà, ça reste à déterminer. Par contre, s'il choisit l'un l'autre, le peuple est censé obéir. Il est censé justement obéir à l'ordre donné par le pouvoir souverain, qui est légitime selon la tradition et ou le charisme et ou le légal rationnel.
Donc là, utiliser Max Weber, ça peut être intéressant pour montrer effectivement, le sujet nous dit bien, c'est pas un sujet métaphysique, c'est pas un sujet doit-on privilégier la liberté ou la sécurité, pas du tout. C'est l'État doit-il. Donc l'État en tant que détenteur du monopole de la violence physique légitime, capable de contraindre par la force les citoyens à obéir, est-ce qu'il va privilégier, est-ce qu'il doit privilégier la liberté ou la sécurité? Et Max Weber était à la fois un lecteur attentif de Nietzsche, mais aussi de Kant. Donc le doigt, on peut aussi réfléchir, est-ce que l'État, à un moment, a aussi des impératifs catégoriques? Je n'en sais rien, qui amèneraient à privilégier la sécurité ou la liberté. Ça peut être des pistes. Alors, Amalou de la TS7 également se réfère à Max Weber, je cite Amalou. L'État, selon le philosophe Max Weber, est une communauté avec un territoire dont les limites sont définies, et qui revendique, je cite Amalou citant Weber, et qui revendique pour son propre compte la violence physique légitime. L'État peut donc être conçu comme une institution bénéficiant d'un pouvoir sur ses citoyens. Ce pouvoir étant celui d'ériger les lois qui dictent le comportement des individus au sein de la communauté, mais aussi celui de faire respecter ces lois. Et là, vous voyez, là, on comprend l'enjeu du sujet. C'est que si à un moment l'État privilégie l'un l'autre, comment il va le légitimer? Voilà. Là, on peut avoir quelque chose d'intéressant qui nous amène après vers le troisième paragraphe et vers la problématique. Si l'État privilégie l'un l'autre, comment il va le légitimer? L'enjeu n'est pas de savoir si peut-être la décision est bonne, mais si la légitimité qui a amené cette décision est bonne. Et on peut faire jouer comme Yves Saint-Omer, Max Weber contre Jürgen Habermas, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je continue sur la façon de cerner le sujet, pour pas que je sois trop long. Je vais citer Omar de la TS8, qui lui revient sur la sécurité. Ainsi, sans sécurité, il ne peut y avoir d'État stable. Or, si l'État impose des lois, cela veut dire qu'il interdit plusieurs choses et donc que les libertés des citoyens sont limitées. Là, c'est intéressant aussi de le voir sous cet angle-là. Je continue. Je vais citer Yanis de la TS8. Mais avant tout, que peut-on appeler liberté au sein d'une société? C'est une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. Toutefois, on dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle d'autrui. On en déduit que si la liberté d'une personne, par exemple dans le cas de cette crise sanitaire, représente la capacité de sortir librement et que cela met en danger la sécurité d'autrui, alors cette liberté empiète sur celle des autres. Ces deux notions sont donc très liées. Et là, ce que dit Yanis, on peut le relier effectivement avec le rôle de l'État. Peut-être qu'à un moment, le rôle de l'État, c'est pas de laisser les individus faire ce qu'ils veulent et mettre en danger la vie d'autrui. Peut-être que le rôle de l'État, c'est justement, quand il le faut, de réduire certaines libertés au nom du bien commun et pour préserver la sécurité de chacun. Ça peut être, vous voyez, une piste pour traiter le sujet. Moi, je n'ai pas de réponse, j'écoute les vôtres. Moi, je ne dis pas qu'il faut privilégier l'un l'autre ou que c'est plus compliqué, je vous écoute vous. Samia de la TS7, qui revient sur Rousseau, c'est très bien, je cite Samia. Pour Rousseau, l'homme n'a pas pu accepter de sacrifier sa liberté naturelle pour recevoir la sécurité en échange. Le contrat social implique que chaque citoyen conserve sa liberté à tout prix, même face à l'autorité politique. Entendons là l'exécutif. Effectivement, chez Rousseau, le pouvoir souverain, c'est le pouvoir législatif. Je cite Anas aussi de la TS8, qui se réfère à Rousseau. C'est dommage que Rousseau n'est pas vivant aujourd'hui, qu'il puisse vous écouter et voir un peu comment vous vous appropriez ses écrits. Je cite Anas de la TS8, que je félicite pour ses progrès et le fait qu'il s'accroche, c'est très bien Anas. Chez Rousseau, la liberté consiste à obéir aux lois qu'on a élaborées soi-même. La sécurité désigne la non-présence de danger, l'absence de danger, de ne pas constamment être alerté de tout ce qui se passe à tout moment. Ben oui, la sécurité, c'est un peu le répit, c'est un peu être tranquille, c'est un peu dormir sur ses deux oreilles. Donc est-ce que l'État doit privilégier le fait que les citoyens puissent dormir tranquillement sur leurs deux oreilles, mais ce qui sous-entend une sécurité face aux menaces sanitaires, une sécurité économique, etc. Ou après tout, Robert Nozick parle
un moment d'état veilleur de nuit. Donc est-ce qu'à un moment, finalement, il faut privilégier la liberté, puis vraiment on se débrouille et l'État intervient vraiment qu'en cas d'urgence. Vraiment, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. La liberté. Vaste débat. On voit un peu la problématique, ce que ça donne. Alors, voyons maintenant la problématique, la façon de poser une question à la question, façon de questionner, si on veut aller plus loin, de développer un questionnement autour du sujet. La problématique, c'est d'aller chercher un peu la question qui est cachée dans le sujet, comme on cherche un peu des œufs de Pâques ou autre. Alors au niveau, bon oui, ça c'était un peu de l'humour, bon je vous l'accorde, faites comme si je n'avais rien dit. Alors faut que je sois un peu rapide parce que faut que je parle, enfin faut pas que je m'étale parce que j'ai tendance, après les vidéos vont durer longtemps. Alors au niveau de la problématique, chacun a son rythme, certains, on va faire un peu ce qu'on avait dit, hein. Chacun a son rythme et à votre rythme, certains c'est une question, puis après ça va partir différemment dans le développement, d'autres ont développé un questionnement, chacun a son rythme. Du moment que j'ai une problématique, je suis content. Alors je vais lire la question posée par Alexandre de la TS7. Peut-on restreindre la liberté d'autrui contre sa volonté si sa sécurité en dépend? Et effectivement, on relie cette question à l'État. Est-ce que l'État peut restreindre la liberté d'autrui contre sa volonté si sa sécurité en dépend? Là, vous voyez, il y a une réflexion à mener sur le rôle de l'État et notamment son rôle normatif. Qu'est-ce que doit être l'État? Vous voyez, ça c'est une dimension importante du sujet. Qu'est-ce que doit être l'État? Qu'est-ce que doit être l'État? Est-ce que c'est une institution qui va devoir privilégier la liberté parce que, ou qui va devoir privilégier la sécurité parce que? Ça peut être une manière de traiter le sujet. Il y en a plusieurs, il y a autant de manières de traiter un sujet de dissertation qu'il y a d'étoiles dans le ciel, hein. On avait vu ça en cours. Alors, la problématique de Faris, de la TS7. Ainsi, nous nous demandons qu'est-ce qui justifie de préférer la sécurité à la liberté. La liberté est-elle forcément opposée à la sécurité? Ne sont-elles pas complémentaires dans un sens? Comment et dans quelle situation pourrait-on, en tant qu'individu même, faisant partie d'une organisation étatique, trancher sur la liberté, sur la liberté ou bien la sécurité et dans quelle mesure? Caroline, c'est intéressant aussi cette façon de questionner, Anne-Caroline de la TS7, c'est intéressant cette façon de questionner le sujet. Le confinement a ainsi permis de nous protéger et de protéger autrui. Et là, il y aurait une problématique effectivement à développer. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une essence de la société, de l'État qui consisterait justement à assurer la sécurité des citoyens, et on pourrait faire, là vous voyez, un écart vers Hobbes et réfléchir à partir de Hobbes. Finalement, montrer que il y a peut-être au niveau de l'État certaines des fonctions qui consistent à nous protéger, à protéger autrui, et c'est peut-être cela l'essence, la nature de l'État, et il ne faut rien en attendre d'autre. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais questionnement à réfléchir. Après tout, c'est vos dissertes, c'est pas les miennes. Je ferai la synthèse à la fin. Samrine de la TS7, je cite la problématique. Faut-il privilégier les libertés individuelles, laisser les populations sortir, entrer en contact avec leurs familles et vivre une vie entre guillemets normale, ou choisir une sécurité à l'échelle nationale, voire mondiale? Là, ça amènerait à dire, vous voyez, est-ce que l'État doit privilégier la sécurité ou la liberté? Et l'État, c'est à quel niveau? La sécurité, c'est uniquement sur son territoire, ou bien on va se mettre avec d'autres États et on va un peu chercher une sécurité supra-étatique, mais gérée par les différents États qui vont dans le même sens? Je n'en sais rien. Là encore. La problématique de Pablo, TS7. Est-ce qu'on privilégie, oui pardon parce que j'ai mis mes annotations seul, des fois j'hésite, est-ce qu'on privilégie la majorité si elle exige la liberté quand bien même la sécurité est en jeu, ou bien, vous voyez thèse numéro 1, ou bien thèse numéro 2, ou bien le bien commun de la nation quitte à restreindre les libertés et exercer la violence physique légitime? Là la problématique de Pablo est excellente.
Et il continue à développer, vous voyez, une réflexion dans le paragraphe, le troisième paragraphe. On cherchera donc si la liberté est plus importante que la sécurité ou l'inverse pour la majorité des gens, tout en prenant en compte le but d'un État qui doit maintenir un bien-être national. Là, vous voyez, on est dans le cœur du sujet. La problématique de Loué, de TS7, dans une société, l'État doit-il faire passer la sécurité de ses citoyens devant tout le reste, ou bien la liberté est-elle une chose dont on ne doit pas déposséder les individus? Est-ce que le fait d'être protégé par son État veut vraiment dire que l'individu perd ses libertés? Pas mal. Ou bien n'existe-t-il pas d'autre liberté que celui-ci obtient en étant cloisonné? Bien n'existe-t-il pas d'autre liberté que celui-ci, l'individu, obtient en étant cloisonné dans une société? Cette société ne garantirait-elle pas en même temps la liberté de ces individus? Là, vous voyez, on montre qu'à un moment, peut-être que c'est peut-être plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas de privilégier l'un ou l'autre, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et que peut-être, la question est très bien posée, peut-être que le fait d'être protégé par l'État ne veut pas forcément dire que l'individu perde ses libertés. Là, Loué, félicitations, il y a des choses intéressantes. Radia de TS8, la question est intéressante également. Quelles en seront les conséquences? Voilà, l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Quelles en seront les conséquences sur le reste de la société? Penser l'alternative selon les conséquences de la liberté ou de la sécurité, ça c'est pas mal. Et là on peut développer toute la démarche conséquentialiste qu'on a vue en cours par rapport à cette question, c'est très bien vu Radia. Eyman de la TS8, je cite, « Cependant l'État doit-il vraiment impérativement choisir entre la liberté et la sécurité ?» Il s'agira ainsi de déterminer en quoi le choix de retirer l'une de ces nécessités des citoyens par l'État n'est pas envisageable et en quoi la mise en place d'un plan pouvant réunir ces deux notions peut être appliquée par l'État durant un temps de crise. Pourquoi pas réfléchir effectivement on peut répondre à cette question, l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Soit on répond oui, et on voit qu'est-ce qu'il doit privilégier. Oui, il doit privilégier l'un l'autre. Si c'est la sécurité, pourquoi? C'est la liberté, pourquoi? Mais on peut répondre non. Non, l'État ne doit pas privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société. Il peut chercher à les combiner, il peut chercher, voilà. Et là, on peut développer un autre type de réflexion en répondant non à la question. Non, il ne doit pas privilégier l'un l'autre. Je cite Lina de la TS8. La sécurité doit-elle primer sur la liberté? Oups, mince, je suis remonté trop haut, excusez-moi. La liberté doit-elle primer sur la... Non, pardon. Donc je refais, replay, hop, bon j'ai autre chose. De toute façon, je ne maîtrise pas bien le montage, ça va rester comme ça. La sécurité doit-elle primer sur la liberté? Je cite Lina de la TS8. Les individus vont-ils se soumettre au pouvoir de l'État en cas de restriction pour la sécurité? Cela impliquerait que si ce n'est pas le cas, il faut privilégier la liberté. La liberté et la sécurité sont-ils incompatibles? Si oui, en privilégiant la sécurité au détriment de la liberté, l'État ne tendrait-il pas vers le totalitarisme ou l'autoritarisme? Quelles seront les répercussions au sein de la société? Les individus vont-ils abuser des libertés jusqu'à être en situation de danger? Quelles sont les limites de la liberté? Dans son intérêt, l'État doit-il compromettre son économie, par exemple, dans le but de protéger ses citoyens? En favorisant lequel des deux aspects, l'État pourrait-il assurer le moins de conséquences négatives sur sa société? Là encore, il y a pas mal de choses qu'on a vues en cours, le conséquentialisme, etc. Ce qu'on a dit à propos d'Habermas, l'interview d'Habermas dans Le Monde d'avril de 2020. On peut réfléchir, vous voyez, dans ce sujet, déontologisme ou conséquentialisme. On peut réfléchir sur ce sujet avec cette alternative. Est-ce qu'on va être déontologiste, les principes, ou conséquentialiste, les conséquences? Samia de la TS8, je lis la problématique. Cela nous amène à nous demander si les décisions de l'État sont réellement bénéfiques pour chacun d'entre nous. En réussissant à maintenir une certaine sécurité au sein des populations, l'État n'est-il pas, entre autres, n'est-il pas autre que prison?
Ou au contraire, en offrant au peuple la liberté qu'il demande, l'État ne risque-t-il pas de créer un monde sans règles, de chaos et d'injustice? Je cite voilà, la suite. De manière plus directe, l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Ben là, vous posez une alternative et de manière de manière assez drue, quoi. Hein. Vous posez alternative. Est-ce que ça va être d'un côté la prison, l'autoritarisme, hein, la sécurité, ça mènerait vers une société ultra sécuritaire à la Foucault, où à un moment il y aurait même une technologie différentes technologies de pouvoir, et notamment une technologie de pouvoir médicale qui moralise de manière très autoritaire le corps social. Ou l'autre alternative, hein, tout aussi radicale, est-ce que si on laisse trop de liberté, finalement les gens vont se lâcher et il n'y aura aucune règle, le chaos, l'injustice, etc. On peut réfléchir, et peut-être la troisième partie, est peut-être un peu nuancée. Hein, le monde n'est ni tout à fait gris clair, ni tout à fait gris foncé. Je ne sais pas, vous réfléchirez. Léna de la TS8, je cite, « Selon l'État, la stratégie de sécurité est un plan d'action défini, conçu pour maintenir l'intégrité et la durabilité des groupes sociaux. Et la liberté doit être présente si elle ne présente pas de danger pour la population. L'État se cache-t-il derrière des pseudo-dangers et stratégies de sécurité pour enlever certaines libertés? » Là, on pourrait, voyez, nuancer ça et balancer une autre alternative, hein, ou bien le danger est réel et c'est au nom du bien commun que l'État privilégie la sécurité à la liberté. Thèse numéro 1 versus numéro 2. Je cite encore Léna qui, voilà, à un moment, comment privilégier l'un des deux sans verser dans un gouvernement tyrannique. Outman de la TS8, je cite la problématique, punaise 11 minutes, bon là il faut que je sois un peu plus court. Outman de la TS8, est-il légitime que l'un prétende exercer les libertés qu'il estime lui revenant de droit, alors même que cet exercice met en péril la sécurité d'autrui ou de la société tout entière, voire le droit à la vie de tout le monde? S'agit-il vraiment d'une liberté si son exercice met en danger la vie d'autrui? Là, on peut relier ça, vous voyez, à l'État. Un État qui laisse faire, et qui, à un moment, est-ce qu'on laisse faire des comportements qui mettent en danger la vie d'autrui? Est-ce que c'est vraiment une liberté de faire ce qu'on veut et de mettre en danger la vie d'autrui? C'est pas mal. Est-ce que l'État doit accepter ça? C'est pas mal comme problématique. Je cite la problématique. Pour cette question, il serait alors judicieux de se demander quelles pourraient être les conséquences sur le peuple d'un choix de la sécurité au détriment de la liberté et vice-versa. Ça rejoint une autre de vos camarades qui s'interrogeait aussi, enfin plusieurs de vos camarades qui s'interrogent avec le parti pris conséquentialiste. Alors il y a des choses pas mal dans vos problématiques. Voyons voir maintenant l'annonce du plan. Alors voyons maintenant au niveau du plan ce que vous avez mis. Dans le plan, c'est important que l'on sente, vous voyez, le cheminement de votre pensée par étapes, qu'on voit la progression hein, de votre réponse argumentée au sujet. Il faut qu'on sente à un moment les arguments dans le plan. Ça, il faut qu'on travaille. Quand on verra un peu le développement, on reprendra un petit peu là ce que je vais lire là. Et on va voir, il faut qu'on sente vraiment vos arguments. Dans le grand 1, dans le grand 1, on verra cette première thèse parce que, dans le grand 2, on va démolir cette première thèse parce que, et dans le grand 3, eh bien, on va proposer une thèse numéro 2 parce que, et voilà en quoi cette thèse numéro 2 est meilleure que la première, ou du moins elle est intellectuellement beaucoup plus valable que la première qui est facilement réfutable. La première, c'est un peu la thèse du sens commun savant qu'on va démolir avec des arguments. Alors je vais citer des exemples de plans, je vais essayer d'être moins bavard. Alors le plan de Lara de la TS7, je cite, « En premier lieu, nous allons mettre en évidence les bienfaits d'une société protégée du danger, une société privilégiant la sécurité de ses individus, avant de réaliser dans un grand 2 que trop de sécurité peut nuire à l'épanouissement personnel et collectif d'un individu au sein de la société. Et nous verrons en troisième partie que
En même temps, ces impératifs de sécurité ne sont pas forcément incompatibles avec certaines exigences de liberté des citoyens. Si là, dans le Grand 3, on prend Foucault, ce que dit Foucault dans Sécurité, territoire, population, qui montre qu'il y a eu des politiques de sécurité qui vont se mettre en place, notamment avec l'urbanisation, avec l'apparition des villes. Les villes, ça suppose un moment, une sécurité au niveau de l'hygiène, si vous ne voulez pas des épidémies. Foucault prend des exemples des maladies, ça peut être le choléra, l'épidémie de choléra de 1834 ou autre. Et à un moment, ces politiques de sécurité ne marchent pas, s'il n'y a pas un minimum de liberté. C'est pas un minimum de liberté. Le plan Dali de la TS7, je cite, nous allons voir qu'à première vue, l'État pourrait laisser accorder toutes les libertés aux citoyens et quand bien même assurer leur sécurité. Puis nous verrons cependant que la liberté pourrait mettre en danger le citoyen et ne pas le protéger, pour enfin conclure dans un grand 3 par le fait que l'État devrait restreindre la liberté pour assurer une protection optimale à ses citoyens. Ali dit que l'État doit privilégier la sécurité durant que vous argumentez, et après vos réponses n'engagent que vous. Il y a autant de manières de traiter un sujet, d'y répondre, qu'il y a d'étoiles dans le ciel, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, autre exemple de plan, je vais citer Rita de la TS7. Nous questionnerons d'abord l'idée selon laquelle la liberté devrait être une priorité et de ce fait ne devrait pas être sacrifiée au profit de la sécurité par peur de basculer vers un État autoritaire et liberticide. Puis nous mettrons en évidence les limites de cette gestion qui, en favorisant les libertés personnelles des individus, met en péril les libertés de l'autre et la sécurité de toute la société, grand 2. Et enfin, grand 3, nous montrerons que l'État devrait privilégier la sécurité, qui est la première des libertés. Alors là, je vous ai mis, pourquoi est-ce une liberté? Vous répondrez dans le développement. Donc je cite, grand 3, nous montrerons que l'État devrait privilégier la sécurité, qui est la première des libertés, car elle seule permet l'exercice des autres libertés individuelles ou collectives. Alors, autre exemple de plan, je cite Elias de la TS8. Tout d'abord, il s'agira de se pencher sur le privilège de la liberté accordée par l'État au sein de la société, qui semble a priori être bonne. Alors là, il faut argumenter pourquoi elle est bonne, vous le ferez dans le prochain devoir. Vous voyez, quand on balance une thèse, il faut un argument. Et c'est bien, même qu'il soit synthétique, qu'il apparaisse de manière synthétique dans le plan, vous développerez après les arguments dans le développement, dans le grand 1. Je continue l'annonce du plan d'Elias. Ensuite, on se penchera sur des facteurs qui font que privilégier la liberté est en fait néfaste pour la société, mais aussi l'État. Là encore argumenté. Et attention, pas les plans bateaux, l'État doit privilégier la liberté, grand 1, l'État doit privilégier la sécurité, grand 2 et grand 3, ça dépend. Je ne dis pas ce que vous avez fait, Elias, c'est juste je mets en garde tout le monde pour le prochain écrit que vous aurez à faire là-dessus. Là, il s'agira de rédiger le développement. Donc, et après, comment on conclut? Enfin, dans un grand 3, on verra comment l'État devrait privilégier la sécurité au sein de la société, tout en laissant une place dûment contrôlée à la liberté et l'effet positif sur la société, mais aussi sur l'État. Là aussi, Foucault serait très intéressé, je ne dis pas qu'il approuverait forcément le plan, mais il serait très intéressé par ce que vous écrivez. En tout cas, des plans peuvent tenir la route. Tout ça, c'est les consignes que je donne. Vous allez de toute façon retravailler là, ces plans quand vous rédigerez le développement. Je vais citer le plan, enfin, d'Ismaël. Il ne faut pas que je sois trop bavard. J'ai été trop bavard. J'ai pris 2 de la TS7, 2 de la TS8. Donc, je cite le plan d'Ismaël, de la TS8. À première vue, la liberté semble être plus importante que la sécurité, car cela nous permet de vivre de la manière dont il nous semble le plus juste. Et nous permet de prendre nos propres choix sans contrainte et sans être soumis à une quelconque servitude de la part de l'État. Grand 1. Grand 2, cependant, ce point de vue semble égoïste car il ne prend pas en compte le fait que l'individu est un animal social qui vit en société et que les envies, les désirs et les choix de chacun
peuvent être confrontés entre eux ou bien risquer de nuire à la vie d'autrui. Ah, Aristote apprécierait, oui, tout à fait. Aristote et Alistair MacIntyre et l'éthique de la vertu, ils apprécieraient votre grand 2. Grand 3, ainsi l'État doit privilégier la sécurité car elle permet de vivre une vie beaucoup plus sereine sans avoir peur, sans craindre un quelconque danger. Le droit à la sécurité est un droit fondamental qui doit être protégé et n'implique pas une absence totale de liberté, mais simplement un recul nécessaire à sa durabilité au sein de la société. Privilégier la sécurité, c'est privilégier la vie aux passions qu'on peut avoir. Alors tout ça, au niveau du plan, vous allez développer, on va retravailler ça. Mais là, j'ai vu, voilà, au niveau de la TS7, TS8, c'est majoritairement la sécurité combinée à la liberté, mais c'est quand même la sécurité qui doit être privilégiée, hein, mine de rien. Donc, du moins dans les 4 plans que j'ai vus. On va voir dans une prochaine vidéo, et là je ferai la synthèse à la fin d'une prochaine vidéo, où ça sera la TS9 et la TES2, dont je vais lire, voilà, qui seront les acteurs, et je vais lire des extraits des copies des élèves de la TS9 pardon, et la TES2. Et enfin, je ferai un peu une synthèse à la fin de cette deuxième vidéo. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, prenez soin de vous, soyez prudents, faites attention, et à très bientôt.